The return of the NBA. Here comes Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back. Morant. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. It's video. We're playing video. Bonjour à tous et bienvenue sur Sport en France. Une très belle année 2024, riche en émotions et en santé pour vous. Ça va être très très sympa l'année basket et sport en 2024. On vous en parlera nous dans quelques semaines. Bien évidemment, on va parler de NBA, on va parler aussi un peu de basket français, puisqu'il y a une grosse actu autour de nos Français, autour de nos clubs français. Mais avant de commencer d'ailleurs, et pour en parler, on va surtout accueillir Paul, qui est là avec nous en 2024. Salut Paul. Salut. Comment vas-tu ? Eh ben, très bien, ravi Meilleurs d'être de vœux. retour. Meilleurs vœux à tout le monde, bonne année, tout ce qu'il faut, la santé évidemment. T'as été gâté à Noël ? Un petit peu, oui, on peut le dire. On peut le dire ? Je vais pas en dévoiler plus. Mais... Bon, qu'est-ce qui t'a hypé toi ? Parce que c'est vrai qu'on s'est arrêté pendant quasiment 3 semaines. La NBA elle a continué, le basket français également. Est-ce que t'as un petit moment hype là pendant les vacances qui t'a qui m'a hypé, qui m'a amusé plutôt, je dirais. Okay. L'épisode avec Yanis et ses 64 points, les Pacers qui veulent pas lui rendre le ballon, sa course vers le vestiaire. Je trouve que voilà, ça montrait bien son esprit compétiteur. C'est une image un peu sympa, voire marrante. Oui, bon, on rappelle le contexte. Quand en NBA on établit son plus haut score en carrière, on garde le ballon du match, sauf qu'en face, je crois qu'il y avait aussi un jeune rookie qui avait établi une grosse performance, donc le ballon a été donné au rookie et il est parti rapidement. Voilà. Ça n'a pas plu à Yanis qui s'est un petit peu, voire beaucoup énervé. Yanis, voilà. Il fallait pas être devant lui. Rudy, avec son beau hoodies Chicago, toujours fidèle. Toujours. Comment vas-tu ? Ça va bien, et encore mieux en ce début d'année, quand je vois que les Bulls sont sur 3 victoires consécutives, ça peut que ramener une super année 2024. Donc non, ça va. Bonne année à tous, toi, d'ailleurs. Merci d'être là, Rudy. Pareil, moment hype de ton année ? Je vais rester sur les Bulls. Ouais, les Bulls, ouais. Quelque chose d'assez étonnant pour moi, c'est de voir Dédé Drummond qui revient, on le revoit dans ses années Détroit, nous faire des 20 points, 20 rebonds, magnifique. Donc c'est ça ma hype, j'étais content, j'étais devant au matin, j'étais content. Bon, très bien, il t'en faut peu quand même, hein. Ouais. Non mais après le reste, tout le monde a les mêmes, donc là c'était un petit contre-pied. Bon, on accueille un journaliste de notre rédac avec qui on a de grandes discussions avant et après nos émissions, qui suit la NBA, qui a même été sur place, d'ailleurs du côté de Toronto il y a quelques années. Notamment pour la finale 2019. Tout à fait, une finale malheureuse pour les Warriors et heureuse pour l'équipe canadienne de Toronto, champion NBA. Ouais. Thomas Sinicki est avec nous. Salut Thomas. Merci Sylvain. Salut, comment ça va ? Moi je vais très bien. Ouais, c'est super, ce ne sera pas la dernière, j'en suis persuadé. D'avance, merci. Une très belle année pour toi. Ouais. Quand on parle de hype, justement, qu'est-ce qui toi te hype dans la NBA moderne ? Est-ce que c'est une franchise, un joueur ? Dis-nous. Là, franchement, comment ne pas parler de Wemby, quoi. Ok. Ah ouais, Wemby, là, si tu parles en plus vraiment sur la période, là, on a eu la petite pause de Noël. Son lancer sur la planche qui récupère là, Une folie quoi, une dinguerie. Ouais, Wemby on va en parler parce que ça fait parler le All-Star Game. Est-ce que ça se passe bien avec les Spurs ? On va en faire un bilan en fin de saison. Avant de parler du bilan de Wemby et des Spurs de manière globale, la hype ça se passe à Paris puisque la NBA est à Paris dans un match. Vous en avez l'habitude pour ceux qui suivent toujours dans la deuxième semaine de janvier qui réunit donc 2 équipes NBA, donc un match de saison régulière. Ce sera à Bercy là dans quelques heures au moment où on se parle. Mais il n'y a pas que le sportif qui fait venir la NBA, il y a aussi la dimension un peu sociale et marketing. Et la NBA en profite toujours pour valoriser un petit peu les actions crossover France-États-Unis. Et on va vous montrer un sujet, puisqu'il s'agit de la dimension un petit peu médicale et sociale du sport. Moondog, la mascotte des Cleveland Cavaliers qui distribue des goodies à gogo et qui donne le sourire à tout le monde, c'est ça aussi la magie de la NBA. Paris accueillait en ce début janvier un match de saison régulière entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets. L'occasion de faire la promo du basket à la sauce américaine à travers diverses opérations autour du match, dont une session sportive menée par la NBA et des éducateurs de la ville de Paris à destination d'enfants et jeunes adultes en situation de handicap. Aujourd'hui, on est là parce qu'on accompagne des enfants qui ont des troubles du spectre autistique et qui ont entre à peu près 7 ans et 10 ans. Du coup, on leur propose des ateliers adaptés à leur handicap,
soit au niveau de l'autonomie, de la communication. Il y a différents ateliers. Et du coup, le sport, ils y vont pas tous. Ça dépend aussi de leurs compétences et de leurs capacités cognitives. Et du coup, ils y vont tous les mercredis matins. Et en fait, on a des ateliers de sport adaptés avec la ville de Paris. Tu prends un ballon, on va là-bas. Je suis avec l'association PSG Handball. Aujourd'hui, on fait du basket. Mais généralement, le mercredi, dans ce gymnase-là, on est avec un groupe d'autistes du FAM de Simone Veil. Ça fait un peu plus de 5 ans que je les ai. C'est très important pour eux. Ça peut leur permettre de se dépenser, d'essayer de s'évader. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer un peu dans leur tête. Et donc c'est un moment où en fait on partage, on échange, alors qu'ils sont non-verbaux pour certains. Et c'est génial parce qu'on prend du plaisir en leur donnant du plaisir. À cette occasion, la franchise des Cleveland Cavaliers a remis un don de 10 000 € pour financer l'achat de fauteuils roulants en faveur de Bouge et Partage, un dispositif qui propose tout au long de l'année des séances de sport à des personnes en situation de handicap mental et physique. Paris has such a power and such a platform from an international perspective, and to be able to bring Cleveland to Paris is something that's so important to us, and it's also very strategic. You know, the work that we do is work that we try to make sure we make an impact that transcends more than what happens on the playing court. And so examples like today is exactly that, where we're able to ultimately provide resources and opportunity to athletes as they're wanting to engage and as they're wanting to participate in sport. Voilà donc une initiative inspirante pour l'inclusion, des valeurs portées par la NBA, même en tournée à l'étranger, dans le cadre du programme NBA Cares. Depuis son lancement en 2005, la Ligue, les joueurs et les équipes ont collecté plus de 242 millions de dollars pour ce programme. Un reportage signé Thomas Miko pour Sport en France. NBA Cares, vous l'avez entendu, ces actions sociales et caritatives qui viennent aux personnes, en aide aux personnes un peu défavorisées. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça se fait sûrement en France, mais c'est peut-être un peu moins exposé. Est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt aussi à exposer un peu plus ces actions sociales que l'on peut faire et que les clubs de Betclic Elite peuvent faire en France? Ouais. Après, comme tu dis, l'exposition, le problème, c'est que c'est la NBA contre la Betclic Elite, quoi. Ah. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Bah, ce serait génial, évidemment. Comment dire non? Enfin, on pourrait que pousser ça, mais évidemment, la répercussion va être difficile. Bah, moi, je vois en France. Enfin, j'ai là le. Mais est-ce qu'on a cette volonté déjà de faire et de valoriser un peu ce qu'on sait faire? C'est aussi ça la question. Sans comparer vraiment les deux univers, quoi. Ouais, je pense pas que c'est un problème de volonté. Regarde, au niveau du sport français, par exemple, bah, le PSG en foot y arrive. Mais parce que voilà, le temps qu'il a fallu pour que ça développe la marque PSG, que ce soit la marque mondiale, et que il faut du temps, il faut vraiment une vraie répercussion médiatique. C'est dur. Ok, c'est la marque finalement, Paul, qui crée l'engouement et l'intérêt peut-être derrière, qui développe un peu les actions, quoi. Oui, c'est ça. Alors après, je pense qu'il y a des opérations qui sont faites aussi localement. Peut-être que les clubs communiquent pas énormément dessus, mais c'est quand même quelque chose qui est, je trouve, important pour les clubs français également et qui a tendance à se développer de plus en plus à la manière des États-Unis, mais évidemment à une toute autre échelle. Ok, on avance. Rudy, je te lance sur les nouvelles pépites français. On parle beaucoup de Victor Wembanyama, mais dans quelques mois, une nouvelle draft, 2024. À chaque année, la NBA apporte quasiment 60 joueurs en NBA. 3 Français sont cités parmi les plus hauts. Je te donne des noms. Alexandre Sarr, qui est attendu numéro 1 de la draft, donc les mock drafts, donc ces analystes qui positionnent un petit peu les prospects français. Tidjane Salin, que l'on voit du côté de Cholet, également, lui serait attendu en numéro 6. Et numéro 2, Zachary Rizaché, donc fils de, vous savez qui, médaille d'argent en 2000. On s'arrête un petit peu sur ces 3 profils que vous découvrez peut-être. Donc Alexandre Sarr, qui joue en Australie et qui a joué aussi en G-League Ignite la saison dernière. Tidjane Salin, Cholet, on l'a dit, et Zachary Rizaché, du côté de Bourg-en-Bresse. 18 ans et 18 ans, donc la même génération, des grands gabarits. Vous le voyez, c'est plus de 2 mètres pour les 3. Rudy, quel joueur parmi les 3 te hype le plus par rapport à ce que tu as pu voir en France? Moi, j'aime bien Tidjane Salin. Ouais. Il est assez complet comme joueur, très bon shoot, c'est un bon défenseur, bon timing en termes
sur les hauts paniers et tout, enfin en position. Ouais. Franchement, moi je trouve que c'est... si je dois faire une comparaison, je le comparerais un peu à Koulibaly, un peu dans la même hype l'année dernière, où on l'attend peu, mais avec de très grosses qualités, une intelligence de jeu assez bien développée. Et je pense que c'est un joueur qui peut, à l'image de Bilal Koulibaly, peut bien s'intégrer à la NBA. Physique, pour l'avoir vu. Un peu frêle. Ah ouais, mais bien tanké quand même sur ses jambes. Exactement. Donc un physique qui va pouvoir se développer et qui pourra peut-être apporter très très vite en NBA. Paul, sur ces 3 noms, Alexandre Sarr qu'on a très peu vu, mais qui est vraiment très bien vu du côté des États-Unis. Tu peux m'en parler ou peut-être? Ouais, c'est un grand défenseur, enfin donc surtout excellent défenseur, très bon aussi dans la finition. Il s'améliore au shoot, c'est peut-être un des points sur lesquels il doit encore progresser, mais on l'imagine par exemple drafté haut. Peut-on rêver un petit peu chez les Spurs, ça pourrait faire des tours jumelles avec deux Français. Victor. Voilà, ça serait numéro 1 français, ce serait incroyable. Ça serait incroyable, comme tu dis. Et puis il y a son frère qui joue à OKC déjà. Ouais. Mais ça serait vraiment une belle histoire. Et puis peut-être que Thomas voudra conclure sur notre ami Rizaché que j'apprécie énormément aussi. Olivier Sarr, juste pour préciser, du côté de l'OKC, qui fait la navette un petit peu entre la G-League et l'équipe phare d'OKC. Zach Rizaché, le fils de Stéphane. Le fils de Stéphane. Non mais voilà, bon là ce serait la belle histoire pour nous, elle est évidente. Ouais. Après, je voyais 1-2, c'est ça, là on l'a mis en 2. On le met en 2, ouais. En 2, ouais, selon ESPN. C'est incroyable. J'ai vu un petit reportage sur lui il y a 1 ou 2 jours, je crois, vraiment. Enfin, surtout ce qui m'a marqué, moi, c'est le gars, et c'est déjà dans l'état d'esprit, c'est un tueur, quoi. Un tueur. Tu sens qu'ils se sont portés, j'imagine, bon, je connais moins pour Sarr ou Salin, mais j'imagine, tu sens en tout cas pour lui, qu'ils sont dans l'état d'esprit Wemby, quoi. Ouais. Le gars te lance un truc et en fait, ils vont accrocher le wagon. Et en fait, pour le basket français, c'est incroyable. C'est incroyable. Effectivement, on est dans une très très belle période. On a connu la période 82, Tony, Boris. Là, j'ai l'impression qu'on sent quelque chose de similaire. Hein. Ouais, c'est hyper valorisant pour la formation française, pour notre formation, pour l'avenir de l'équipe de France. On sait qu'il y a déjà 14 joueurs actuellement en NBA, là, français. Donc plus eux. Il ne faut pas oublier, il y a Melvin Aginsa aussi. Melvin Aginsa qui est pour l'instant programmé au second tour. Mais bon, voilà, pareil, fils d'anciens joueurs. Enfin, voilà, il y a des... Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde et c'est plutôt plaisant pour le basket français. 2024, les Jeux, est-ce qu'on peut en voir un des 3 dans la liste de Vincent Collet? On peut en voir un à des 3. Oui, peut-être. Peut-être, déjà, ce serait bien. Sûrement. Mais à Paris, ce qui m'intéresse. Ouais, voyons Wemby déjà, non? Je pense. Ce serait bien déjà quand même, parce que c'est pas encore sûr. Bon, j'ai vu aussi que Adam Silver l'a redit lui-même, ça m'a un peu rassuré. Il jouera les JO. Mais il s'est exprimé aussi sur sa volonté, Wemby. Après, c'est qu'il n'a pas tout entre les mains pour choisir. C'est pas fait, hein. Ouais. Avoir des joueurs aux JO, enfin des jeunes draftés en JO, c'est compliqué parce que les franchises sont parfois un peu frileuses de les laisser partir, à l'image de Wemby pour la Coupe du Monde, les championnats du monde cet été. Il va peut-être ouvrir la porte à un éventuellement, mais c'est vrai que ça paraît compliqué, surtout effectivement s'ils sont draftés. Et est-ce qu'ils peuvent, juste pour finir, relancer sur le plan sportif avec toi, Paul, est-ce que un Zachary Rizaché qui a fait l'Euroleague quand même, qui fait aussi l'Eurocup, qui fournit vraiment, est-ce qu'il ne peut pas déjà, tu vois, remplir des cases pour aider Vincent Collet et l'équipe de France? J'aimerais beaucoup, surtout un ailier de sa taille, qui est percutant, comme le disait Thomas, qui a vraiment une mentalité assez admirable, et puis qui tire à 40% à 3 points. Hein. Incroyable, 2m6, hein. Voilà. 2m6, 18 ans, 40% à 3 points. En Eurocup et puis en Euroleague, où on parle en championnat de France. Et la France va être en tête de draft 2 saisons de suite. Enfin, il faut espérer, on a encore, on le souhaite. Dans la projection, c'est ça, c'est exceptionnel. C'est un délire total, non? Est-ce qu'il y a déjà un pays étranger qui a eu même un numéro 1 de draft autre? Non. De suite, non. Incroyable. Bon, on va suivre ça. La draft, c'est dans quelques mois, en juin. Vous êtes au courant. On fera bien sûr très gros et très hype autour de ces 3 profils. Il y en a d'autres qu'on pourra aussi également vous présenter. Pour suivre un petit peu la lignée de Wemby, de ce que tu disais, Thomas, nouveau partenariat entre la LNB et la NBA pour diffuser les matchs de Zachary Rizaché. Voilà. Donc on est encore dans cette hype incroyable. Et ils ont pris l'habitude. Voilà, donc on a l'affiche d'ailleurs. Ouais, le 20. Mais c'est bon, il y aura ce match-là suivi d'autres. Hein, donc Tidjane face à Zachary Rizaché. Donc c'est dans quelques jours. Ne ratez pas si vous avez l'application. Ouais. C'est Chalon, c'est pas Cholet. Chalon ? Dingue. En plus. Je dis Cholet tout à l'heure ? C'est Cholet, Cholet, ça sera après. Ok, ça sera après. Très bien.
On avance, messieurs. On va rester aussi sur nos Français Wemby et Rudy, puisque l'All-Star Game, c'est dans quelques jours, donc quelques semaines même d'ailleurs, en février. Les votes sont lancés. Le premier tour de vote a été annoncé. Et à ce moment-là, Rudy est pour l'instant 8e, avec 220 000 voix. Victor, pourquoi je veux dire Rudy Parce que tu m'aimes bien. Parce qu'il y a Rudy aussi peut-être. Et puis surtout Rudy Gobert. Il y a Rudy aussi. Donc Victor est 8e là pour l'instant. Et Rudy n'est pas dans les top 10 des fronts courtes, donc des intérieurs ou des ailiers à l'ouest. Est-ce qu'on en fait assez là pour essayer d'amener nos Français au All-Star Game? Rudy qui fait peut-être la meilleure saison de sa carrière, Rudy Gobert. Tu parles des journalistes ou du public français? Je parle du public français, on a un peu public français aussi, avant d'être journaliste. Oui, c'est vrai, on a un peu des deux, mais il y a le côté chauvin. C'est vrai que je vois que ça fait beaucoup de débats sur les réseaux, justement, qu'on ne soutiendrait pas assez nos joueurs. Je regarde ta tête, tu penses qu'on ne fait pas assez? Je sais pas, c'est un peu compliqué parce que moi j'ai envie de voter pour les meilleurs joueurs. Évidemment, on a envie de voter pour ceux qui viennent de chez nous, c'est logique, c'est normal. Mais... Rudy hors top 10. Non, mais ouais, Rudy hors top 10, de toute façon, il a jamais, même en France, il jouit pas d'une énorme cote de popularité. C'est pas, malheureusement, le type de joueur que les gens veulent voir en priorité au All-Star Game. Et on l'a bien vu lors de les pleurs, tout ça, les moqueries de LeBron et de Draymond, on va pas refaire l'histoire. Mais malheureusement, Rudy, ça serait plus avec les coachs, lui, qui serait sélectionné plus que par le vote du public. Alors que Wembanyama, pour le coup, lui, a une vraie chance d'être appelé par le public. On va voir si. Et la tendance n'est pas top pour les coachs, apparemment, je crois aussi. Ça a l'air t'en connais personnellement, tu me disais. Oui, qui me disait qu'il prendrait plutôt Edwards, peut-être. D'accord. Si jamais il faut en prendre un de Minnesota et pas deux. Voilà. Mais bon, je dévoilerai pas mes sources. Alors que Minnesota est pour l'instant numéro 1 de l'Ouest. Un Américain contre un Français. C'est un peu dur pour Rudy. Rudy, pour défendre Rudy. Moi, je le prendrais. Et j'ai voté pour lui, mais. Après, il a sa place là, hors du top 10. Après, il jouait pas d'une super hype. Comme pendant que Wemby, lui justement, se nourrit de ça. Okay. C'est pour ça qu'il est 8e. Mais est-ce que, justement, Wemby mérite plus que Rudy par rapport au perf, par rapport à la perf collective aussi? Parce que c'est ça qui ça joue aussi pour les convocations au All-Star Game. Donc bon, moi je pense que Wemby il aura sa place à un moment donné ou à un autre, même s'il l'a déjà aujourd'hui, mais il y a du monde devant lui, son poste, les Jokic. Je pense que en tant que remplaçant, on peut hésiter aussi avec les Sabonis. Sabonis c'est très très fort. Il y a du monde, il y a du monde à l'ouest. À son poste, il y a du monde à l'ouest. Et Rudy justement fait partie aussi du même problème où il y a du monde aussi. Sabonis est en discussion, Rudy, qu'est-ce qu'on préfère, et ça c'est au coach de choisir. Aux fans d'abord. Les fans ne vont pas choisir. On sait qu'ils ne vont pas les choisir. Okay. Donc ça marche. Paul, pour conclure. De toute façon, quoi qu'il en soit, je pense que Victor sera au All-Star Weekend. Chez les rookies. Voilà, je l'annonce. Ah oui, ok, pardon. Je n'avais pas le rookie game, Rising Star. D'accord. Donc après, peut-être sur d'autres, pourquoi pas le concours à 3 points, le concours de skill. 3 points. Bon, on s'avance un petit peu. 27%. Bon, quoi qu'il en soit, votez pour nos Français, on le dit ici. Et puis on verra s'ils sont invités sur les concours ou sur les matchs des étoiles. C'est en cours, d'ailleurs, le deuxième round de vote devrait être annoncé dans pas longtemps, on verra où ils en sont. Français. On part du côté des États-Unis et d'une rising star qui s'appelle Ja Morant, année 2023 catastrophique, début d'année 2024 catastrophique, puisque Ja Morant est blessé à l'épaule et out pour la saison. Le joueur de Memphis Grizzlies bondissant qui s'est blessé à l'entraînement, donc on ne sait pas trop ce qu'il a fait, s'il est monté sur un mec ou pas, mais voilà, donc on a un petit peu le récapitulatif de son année 2023 et début 2024, donc blessure à l'épaule le 6 janvier dernier, après 9 matchs joués, puisqu'il avait écopé de 25 matchs de suspension, vous savez pourquoi, etc. Les Grizzlies doivent-ils tanker, c'est-à-dire abandonner cette saison-là pour tenter d'avoir un haut choix de draft l'an prochain? Vont-ils tanker? Parce qu'a priori, ça paraissait évident dans un premier temps. Ok, bon là c'est mort. Bon. Avec Ja Morant? Non, sans. Du coup, depuis qu'on connaît sa blessure. Mais je crois que le premier match c'était contre Dallas hier, je crois. Ouais. Ils le perdent de peu. Ça a été franchement encourageant. Bon après c'est qu'un match, sans doute quand même que sur la durée ils vont très vite lâcher, j'imagine. Est-ce qu'ils vont lâcher Marcus Smart aussi? Faut voir. Peut-être.
Après, Pour vu la aller, densité de la conférence Ouest, pour aller même encore plus quand bas. tu joues à fond, t'es pas sûr de gagner chaque soir. Ils Donc, sont pas si loin, quoi. Donc, est-ce que ça peut être l'occasion de développer des Desmond Bain avec dans des rôles différents. Ouais, je pense que je suis pas sûr qu'il tank, hein, mais s'il tank, en tout cas, Marcus Smart va avoir quelques prétendants, je pense. Ouais. Tu penses donc que la trade deadline là, qui arrive peut peut-être là, on donner le des sait, idées à des équipes qui vont venir piocher des joueurs NBA ready. Les équipes qui jouent le titre vont tenter de prendre Smart. Hein, je veux dire, Warriors, en backup, oui, non, je pense pas qu'ils jouent le titre. Mais par exemple, vrai. les Clippers ou d'autres. Hein. Rudy, Jamorant. C'est bien dommage. Bien Bien dommage. dommage parce que oui, quand moi j'ai parlé de ma hype Bad pendant vibe. Noël avec mon Dédé Drummond, oui, si je devais faire un peu comme tout le monde, j'aurais dit Jamorant, le retour de Jamorant. Ouais. Mais il est vite arrivé, vite reparti. Donc après, voilà, 6-3 quand même son bilan avec son retour. Donc on pouvait espérer quand même une belle fin de saison, deuxième partie de saison. Et là oui, je pense que pour les Grizzlies, il y a une vraie question à se poser. Quel trade déjà s'il y a des trades à faire. Est-ce qu'on maintient l'effectif en vue de l'année prochaine? Est-ce qu'on tente pour essayer de récupérer un bon tour de draft et donc un bon joueur pour l'année prochaine? Ouais. Là, moi, sérieusement, à leur place, je tank. Voilà. Il y a 5 matchs de retard là sur le play-in. Pour Je moi, suis vraiment pas loin de te suivre là-dessus. C'est quasi impossible. Il y a Smart qui s'est... Même on pouvait espérer que Smart revienne, mais il s'est reblessé au doigt cette nuit. Puis ils ont des intérieurs blessés, Steven C'est Adams, ça, etc. franchement, C'est peut-être le moment d'essayer de C'est reconstruire. dur, c'est une saison qui a commencé difficilement, qui finalement, on aurait pu avoir une légère embellie, avec Jamorant, et là, ça, c'est encore un cauchemar. Donc, comme le titre, c'est du rêve au cauchemar. Et s'il tank bien, comme ça, on a un Français à Memphis. C'était donc le lien qu'on voulait faire avec nos 3 Français qu'on vous a présenté tout à l'heure. C'est l'idée. Ça peut peut-être être bien cool. Il y a une équipe qui n'est pas trop bien, on va pas parler de cauchemar quand même, elle est française cette équipe, c'est Lasvel et elle va être au cœur de notre French Corner. Bon, on s'autorise quelques libertés dans Hype, le basket est global, donc la NBA oui, basket français, un grand oui également, et quand il s'agit de l'élite et des locomotives du basket français comme Lasvel, on prend un petit peu le temps d'en parler, parce qu'on se pose des questions, au-delà même de la gestion du club, on n'est que journaliste, donc on ne va pas non plus se prendre pour d'autres, mais on observe un petit peu et on se pose la question de savoir si le projet est un projet en progression, un projet stabilisé, est-ce que justement sur le plan sportif, vous voyez des choses émerger tant dans la formation de joueurs comme dans les résultats, que ce soit en Euroleague ou en Betclic. Donc on va se faire déjà un petit bilan qui est pas fameux sur les 6 derniers mois. 3 coachs pour Lasvel, donc TJ Parker qui est débarqué mais qui a commencé quand même la saison. On voit Pozzecco arriver, donc l'entraîneur italien, le sélectionneur national, qui ne reste pas, qui vient d'être débarqué, et donc là Pierrick Poupet, l'assistant, devrait continuer. Donc ça fait quand même 3 coachs. 4e en Betclic Elite, là où les ambitions étaient affichées d'aller chercher un titre ou d'être en finale. On n'y est pas encore, mais à mi-saison, pour l'instant, c'est peut-être pas la place que l'équipe souhaitait occuper. Donc 12 victoires, 5 défaites. Il y a une série de victoires, par contre, en cours. Donc ça, c'est pas trop mal. En Euroleague, c'est pas top. 17e place pour l'Euroleague. 4 victoires, 16 défaites, 25% de victoires, 2 victoires consécutives. Donc une de Pozzecco avant qu'il s'en aille, et une, là, récente, de Pierrick Poupet. C'était à domicile, d'ailleurs, les deux. L'Étoile Rouge. Alors, c'était pas arrivé depuis 1 an, de victoire d'affilée en Euroleague. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc, peut-être une belle embellie. Il est à 100% du coup, Poupet, bravo à lui. Bravo à lui, il faut qu'il arrête. rare. Il faut le changer. Oui. Faut le changer. On peut parler aussi des filles, puisque David Gauthier, le coach champion de France en titre, ne sera pas reconduit la saison prochaine. Donc ça fait beaucoup de moves. Une nouvelle salle aussi pour le côté positif du côté de Lyon, cette salle. Quand ils y jouent. Quand ils y jouent. Voilà. Pas facile à remplir non plus. Exactement. Ouais. Donc voilà, pas mal de petites choses. On s'arrête sur cette question déjà d'un bilan à mi-saison. Le sportif. Est-ce que, Thomas, je te lance, est-ce que quand tu vois Lasvel, tu dis qu'ils sont à leur place, ou est-ce que c'est un projet qui n'avance pas, quoi? J'ai envie de te dire, ils sont à leur place parce qu'ils avancent pas, justement. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne un peu. Ok. Je sais pas, Tipeee, j'ai l'impression que ça va pas fort en ce moment, quoi. Ok. J'ai l'impression que ça... Pas fort dans quoi? Dans les choix des hommes? Écoute, ça paraît quand même très... c'est des décisions qui semblent quand même prises vraiment à la va-vite, quoi, sur des coups de tête. Enfin, ça lui ressemble
pas a priori, en tout cas c'est ce qu'on aurait pu espérer de lui. Donc voilà, il est peut-être contaminé par l'Olympique Lyonnais à côté, je sais pas, parce que ça fait eux. C'est vrai qu'il y a eu un rapprochement entre les deux clubs. À 2 clubs, ils sont à 6 coachs pour le coup en 6 mois. Alors, c'est l'exemple du foot qui déteint sur le basket. Il faut souhaiter que Poupet soit comme Pierre Sage au foot, hein. Ce serait bien pour l'Asvel. Bon, il connaît les infrastructures, pardon. Il a été assistant pendant quelques années. Et il connaît surtout très bien le président, puisque c'est un ami d'enfance de Tony Parker. Hein. Ils jouaient ensemble à côté de Rouen. Donc encore la mafia normande une fois de plus. Effectivement. La gestion sportive. Ouais, bah c'est vrai, pour rejoindre ce que dit Thomas, c'est vrai que c'est un peu brinque-ballant, hein, on va dire, ce début de saison. Il y a des choix. Voilà. Exactement. Des choix qui sont pas toujours compris, des choix de joueurs, après des joueurs qui se retrouvent complètement exclus du groupe, ce qui était le cas avec Pozzecco, d'ailleurs, Boris Dalot. Voilà, Boris Dalot qui a joué 4 minutes, je crois, contre l'Étoile Rouge. Il y a d'autres joueurs, il y a Ndiaye qui a rejoué, qui avait plus du tout joué. Donc j'ai envie de croire qu'avec Pierrick Poupet, il y a un nouvel élan qui va être insufflé. Oli, à mi-saison, l'Asvel, progression, régression, stagnation? Alors on peut dire que c'est une régression, parce que bon, quand même... Tu n'utilises pas bien les joueurs, le coach change. C'est assez flou, en fait, on comprend pas trop. TJ, à la rigueur, j'avais un peu de mal, moi, avec lui, donc Par contre, Pozzecco, j'ai pas compris parce que pour moi, c'est plus un meneur d'hommes qu'un tacticien, qu'un technicien. Donc, je trouvais ça un peu bizarre de le prendre comme head coach. J'aurais peut-être pris un peu plus de temps avant de prendre cette décision et pour bien choisir un coach qui peut, sur la longévité, être bien plus intéressant que Pozzecco, qui joue beaucoup sur l'énergie, c'est un meneur d'hommes, donc dès que l'énergie retombe, tout retombe. Donc donc c'est sur des coups de période, je pense que c'est un bon coach, on va dire, mais sur une saison, 2 saisons, 3 saisons, je pense que c'est pas dans un projet, en tout cas, c'est pas le bon coach. Et là, oui, on peut avec Pierrick, on peut peut-être penser que ça peut être il connaît les joueurs, il remet les jeunes justement sur le devant de la scène, où justement on dit est-ce que l'effectif est-il en progression? Il y a des jeunes, qu'il faut faire jouer pour justement permettre à cet effectif. Il y a le petit Yakov, mais je te relance sur les jeunes. Zachary Zaché, qu'on a évoqué en début d'émission, a été en partie formé, en tout cas post-formation à l'Asvel, il part à Bourg. Wemby avant, donc arrive de Nanterre, fait une saison, devait rester 2, mais fait qu'une saison et revient du côté de Boulogne. Mathieu Strazel, que je mets un peu aussi dans la discussion, qui a été formé à l'Asvel et qui part à Monaco, parce que très peu de temps de jeu, il explose entre guillemets un peu à Monaco. Est-ce que aussi, on ne sait pas faire émerger aussi les jeunes sur lesquels on mise, parce que la formation, c'est aussi de l'investissement. Est-ce qu'on ne laisse pas passer beaucoup de choses à Parker, surtout? Je sais pas, le mot est lâché. Ouh là là. Non, mais... Je sais pas, c'est un moment, est-ce qu'il est capable déjà de composer avec un coach, avec un fort coach? On connaît ce problème dans tous les sports collectifs. Mitrovic, on a vu comment ça s'est terminé. Qui coach peut-être? Je sais pas. C'est ce que certains demandent. Thomas, sa première, elle est épicée. Et limite, je dis ça limite sérieusement. Lui, à chaque fois, il dit qu'il n'a pas le temps, qu'il a plein d'affaires et tout, ok. Mais c'est quand même un peu l'impression que ça donne. Est-ce qu'il s'ingère pas trop dans les affaires sportives? Et on peut le comprendre, c'est Tony Parker, le gars, quoi. Enfin, évidemment, il a envie, en fait, que tout suive. Mais je sais pas. Sur le choix du coach, Pozzecco, il y avait 2 ans et demi de contrat quand même. Hein. Donc il s'est séparé à l'amiable en prenant 1 an de contrat. Donc, il a dit des trucs durs sur lui. Hein. Justement. Sur Mitrovic aussi, c'est pas la première fois. Quoi. Non, on va lire la déclat de Tony Parker. C'était le 7 janvier dernier au sujet de Pozzecco. Voilà, elle s'affiche. Son attitude a été de plus en plus négatif, Il avait du mal à remotiver les joueurs et petit à petit, ce sont eux qui ne croyaient plus en lui. En plus, il avait décidé de ne pas faire jouer nos jeunes. On parlait des jeunes tout à l'heure. Je ne veux plus de coachs qui font ça. Ce n'est pas notre philosophie. Moi, ce qui me gêne, c'est pas la déclat. C'est un peu à demi-mot dans la déclat. C'est que tu dois t'entendre d'abord sur les conditions philosophiques de ton coach avant de le valider pour qu'il puisse être en accord avec tes idées et faire jouer éventuellement les vieux, les jeunes, ce qu'on veut, quoi. Mais on ne peut pas le découvrir... Le timing, il vient de le prendre, quasiment. Et puis on ne peut pas le découvrir en même temps, quoi. On ne peut pas être étonné de voir que Pozzecco, c'est pas un technicien, c'est pas un tacticien. Il n'est pas là pour faire jouer des jeunes, pour faire progresser un effectif. Il est là pour servir de l'effectif comme il est, de toutes les forces, sur une courte période.
t'as fait un mauvais choix. Il faut, à un moment donné, la question, oui, je suis d'accord avec Thomas, la vraie question, c'est est-ce que Tipeee fait les bons choix? Est-ce qu'on peut pas se poser la question si la faute, c'est pas lui le problème? À un moment, il faut qu'il assume aussi. Bon, après, je dis pas qu'il le fait pas, d'ailleurs, mais bon, ça fait peut-être pas forcément avancer, ça fait pas avancer et puis pour l'instant son club. Pas très classe les sorties, donc comme je disais avec Mitrovic, maintenant, donc ça commence à faire beaucoup. Quand ça arrive plusieurs fois, c'est quand même bon. Il a dit aucun coach d'Euroleague ne joue comme ça aussi, je crois. Il a dit oui, il a parlé effectivement. Alors, après voilà, très fort, on explique, remise dans le contexte, Pozzecco qui joue avec très peu de joueurs, un peu à la Tom Thibodeau aux USA. Donc 9 joueurs utilisés, Nando blessé, des joueurs sur le banc qui peuvent apporter, qui ne jouent pas, et l'équipe qui perd. Et l'équipe qui se fatigue peut-être aussi un peu parce qu'elle enchaîne aussi les matchs de championnat. Donc il a remis un peu en question la gestion de Pozzecco. Ça a fait parler quand même cette éviction de Pozzecco dans le monde du basket européen, et notamment Gianni Petrucci, le président de la fédération italienne. On va vous mettre la décla. Peut-être qu'il veut organiser le Final Four. Les grands joueurs ne font pas toujours de grands managers. En parlant de Tony Parker, il y a d'autres aussi réactions. Le directeur exécutif du EHCB, Goran Sazic. On va vous la mettre. Je ne vais pas tous vous les lire, mais en gros, l'Euroleague et les coachs européens réagissent un petit peu à cette éviction en pointant Tony Parker à sa gestion. Oui, sa gestion et aussi sa volonté l'an dernier de vendre ses parts. Il y en a aussi qui ont insisté là-dessus. Son vrai faux départ l'an dernier, est-ce qu'il va finir par intervenir? C'est assez nébuleux, finalement, ce club. Excuse-moi, Rudy. Tu voulais réagir? Non, mais je pense qu'on a tout dit. Ok, donc du mieux avec Pierre Poupée. Il faut qu'il se remette en question. Ça peut aller où alors ce projet? On parle pas de l'Euroleague, parce que l'Euroleague, ça devrait pas aller chercher les playoffs, mais est-ce que, on connaît un peu le basket français? C'est une équipe qui a quand même le niveau là sur la valeur de l'effectif d'aller chercher un Monaco. Sur papier, évidemment. Aller chercher Monaco, je sais pas, mais au moins aller en finale. Il n'y a pas un Monaco-Asvel en couple là? Oui, bientôt là. Oui, en 8e. Ça peut être sympa pour eux déjà. Peut-être ça peut faire un petit lancement. C'est jaugé. Bon, on va suivre ça. Le basket français nous intéresse également, les pépites du basket français. On va transiter du côté des États-Unis. On a un petit débat. OKC, Boston, dans le débat hype. Nous avons un grand fan de Boston sur ce plateau. Non, du Celtic, mais de Glasgow. Voilà. On va pas commencer par eux, on va commencer par OKC, qui vont très très bien. Cette équipe d'Oklahoma City Thunder, menée par un certain Shai Gilgeous-Alexander et un Chet Holmgren aussi qui surprend en sortie après sortie, le concurrent de Wemby pour le titre de meilleur jeune, meilleur débutant on va dire de la saison en NBA. On va vous afficher pas mal d'infos concernant OKC. Il faut juste savoir que cette équipe vient de battre 3 fois de suite le champion en titre, Denver Nuggets à la régulière, dont des matchs du côté des Nuggets. Équipe classée 2e à l'Ouest pour le moment, 25-11, 69% de victoire. Et sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 défaites. Annoncée ici outsider, et pas qu'ici d'ailleurs, elle grimpe dans la hiérarchie, mais surtout elle stagne très très haut dans cette hiérarchie de la conférence Ouest. Est-ce qu'on en a vu assez, je commence toujours par Thomas, pour se dire que cette équipe peut être plus qu'un trouble-fête à l'Ouest? Oui, alors déjà, s'ils gagnent cette nuit, ils sont même premiers. Wow. Voilà. Okay. Ils reviennent avec Minnesota, puisque Minnesota a perdu, mais bon, contre Boston, je crois. Donc bon. Plus qu'un trouble-fête, on dirait, ouais. C'est toujours compliqué à dire à ce moment-là, c'est encore un peu tôt, mais c'est vrai que la confirmation commence à être sérieuse quand même. Équipe au complet, bien coachée, Marc Daigneault, des jeunes. Shai Gilgeous-Alexander, un leader silencieux mais qui amène tout le monde. Chet Holmgren, le jeune qui a déjà trouvé sa place et qui est efficace. Est-ce que sur tous ces critères-là, sans blessure, donc à niveau égal, ça peut chatouiller un Minnesota, ça peut chatouiller un Denver. Alors il faut voir sur la durée, parce que là on n'est qu'à une trentaine de matchs, mais c'est vrai que c'est ultra positif. Ils ont un peu un mini Big Tree en fait, quand on voit entre Shai qui est en mode MVP complètement, 31 points par match, il fait des matchs incroyables. Et il ne faut pas oublier Jalen Williams qui progresse, qui avait déjà progressé en seconde partie de saison l'an dernier, et qui là est vraiment l'option numéro 2 maintenant, et je trouve que les trois ça tourne parfaitement, les rôles sont bien définis, comme tu disais il y a beaucoup de jeunes, qui va peut-être être un problème à terme puisqu'ils ne pourront pas tous les payer s'ils explosent, même si Josh Giddey vont peut-être s'en séparer, c'est un peu le seul point noir, mais finalement
enfin, je veux dire, ça pose pas vraiment de problème, quoi, qu'ils soient en méforme. Et cette jeunesse-là, une expérience et jeunesse, Voilà, c'est ça. ça peut peut-être pas, ça peut leur poser En playoff, problème en playoff. parce que là, si tu regardes le nombre de séries de playoffs qu'ils ont disputées, je crois que c'est Lugors, enfin c'est Lugensdorf qu'on a disputé le plus, et oui. bon, et c'est pas non plus énorme, quoi. Ils n'ont pas une grosse expérience en playoff. Mais franchement, moi, j'apprécie de les voir jouer. C'est fort, c'est plaisant, et ça peut aller très haut. Plus fort que les Lakers ou pas? Actuellement, oui. C'est dur de dire le contraire. Mais quel type d'équipe comme ça est déjà allé au bout depuis longtemps? Je m'adresse à vous, éminent spécialiste. Jeune. Non, jeune équipe. Ouais, voilà. Et surtout avec parce que c'est un peu des faux jeunes, hein, finalement. C'est quand même une équipe, on sent que c'est hyper bien installé. Ouais, jeune par l'expérience, le coach est expérimenté aussi à ce niveau. Ouais, voilà, mais et du coup, qui, en passant le cap même des finales de conf, éventuellement d'une finale, être champion, parce que c'est ta question. OKC déjà candidat au titre. Bon. Le Thunder de Durant, Harden et... Ouais, le Thunder de Durant. Qui a été champion? Ah non. Non, candidat au titre, la question, monsieur Sineki. Candidat au titre. S'il vous plaît, respectez le débat. Hein. Ah, mais moi, je vais. Alors, le Thunder, oui. Le Thunder de Kevin Durant, Harden et Westbrook. Ouais. Et j'aime bien aussi le Orlando Magic de 2009. Ouais. Avec Dwight Howard. Mike Pietrus, Air France. NBA, hein, exactement. Ouais. Ils font une belle saison régulière, mais ils montent jusqu'à chatouiller les plus gros et arriver en finale NBA. On peut parler de Toronto peut-être un peu, mais il y avait Kawhi quand même. Donc. Serge. Lopez. Puis c'est, je sais pas. Gasol. Donc tu as quand même des joueurs expérimentés qui ont déjà un peu gagné ou presque gagné. Ouais. Donc c'est une dynamique un peu différente. Ouais. Après, je vois pas. J'ai pas trop d'idées là comme ça. C'est une bonne question en tout cas. Hein. Merci. C'est pour ça qu'une finale NBA serait déjà énorme. Évidemment. Enfin, ce serait complètement énorme. Compliqué quand même. Moi, c'est très dense. C'est compliqué. Trop dur. Ouais. Là, sur une saison régulière, on va dire oui, ça va. Saison régulière. Les équipes ne jouent pas de la même manière. Ouais, c'est ça. Faut pas te blesser. Franchement, quand on regarde à l'Ouest, les équipes là, on a fait la preview. Si on regarde à l'Ouest, il y en a très peu qui sont pas, à part les Lakers et les Suns qu'on avait mis un peu plus devant. Ouais. On avait mis les Lakers devant. Les Warriors, on avait des doutes, donc finalement les doutes se confirment. Et on avait mis quand même les Lakers et les Suns un peu plus haut. Catastrophique. Mais sinon, en dehors de ça, les équipes qui sont devant, les Wolves, les Nuggets, OKC et les Clippers, pour le moment, sur ces 4 équipes-là, OKC, je le mets en 4e pour atteindre les finales. Hein. Pour moi, les Nuggets, les Wolves et les Clippers sont bien plus chargés en termes d'expérience, en termes d'effectifs et tout ce qui peut englober l'énergie qu'on doit mettre en play-off pour justement arriver en finale. Donc OKC, un outsider indiscutable par rapport à la saison régulière qu'ils sont en train de faire, mais je mets quand même... Les playoffs, c'est une autre saison qui commence, on sait qu'il faut step up, etc., voir s'ils sont capables de le faire. Un mot sur Holmgren, Chet Holmgren, All-Star, et en avance sur Wemby quand même dans la course au MVP ou pas? Non, plus. Non. Les seuls secteurs où il est en avance sur Wemby, c'est la réussite au tir, à 3 points et au lancer franc. Dans tous les autres domaines, et le bilan collectif. Wemby, évidemment. Wemby est devant dans tous les autres domaines. Pour le meilleur rookie, là, c'est ça? Voilà. Oui, et All-Star C'est à peu près la même question. Hein. Ouais, mais il a moins de hype. Et puis lui, il a des coéquipiers qui peut-être méritent, enfin pas méritent plus, mais en tout cas, Shai, il sera sûr et certain. Ok, donc pas deux OKC? Je sais pas. Okay. Et pourquoi pas de rookie alors, avec Wemby et Holmgren? Non, mais est-ce que c'est un vrai rookie chez Holmgren? Ça, c'est un débat qui mériterait d'être... Il sera voté comme un rookie bien. En tout cas. Ouais. Bon, on transite? On prend l'avion? On va du côté de Boston? Ok. Eh ben, on parle de Boston, là. Cette équipe Buddy Bolden, avec l'arrivée de Jrue Holiday et d'un certain Porzingis, candidate au titre, même si on ne les entend pas trop le dire. Là, oui. Sur le terrain, ça se passe très bien, ça découpe à peu près tout le monde. Boston, est-ce que c'est la saison du titre, du 18e titre de l'histoire de la franchise? J'en ai bien peur, Sylvain. J'en ai bien peur. Je te laisse la primeur de nous répondre. Oui, écoute, actuellement c'est la meilleure équipe NBA, hein, ça on peut pas dire le contraire. Ils ont un bilan immaculé à domicile, hein, ils ont remporté leur 18e victoire en autant de matchs hier. Bon, même s'il n'y avait pas Gobert du côté des Wolves, mais c'est vraiment impressionnant. Alors même si Tatum est un tout petit peu en deçà au niveau scoring, même s'il a mis 45 points hier,
derrière. Mais on voit que ça le dérange pas. Il le dit, de toute façon, je cherche plus le MVP. Et c'est une équipe qui est très complète, comme tu l'as dit, avec Porzingis et Jrue Holiday, qui révolutionne, même s'il s'est quand même bien intégré à la défense des Celtics. Et c'est leur quarterback, c'est ce que dit Joe Mazzulla. Okay. Et Joe Mazzulla aussi, il faut en parler, parce que l'an dernier, il a été moqué en play-off, là, quand il n'avait pas pris de time-out contre les Sixers, là, le fameux Game 4. Mais il commence lui aussi à prendre le pli, j'ai l'impression. Alors je pense pas, il y en a qui commencent à le comparer avec Spoelstra, je veux dire, calmons-nous. Calmons-nous. C'est un bon entraîneur. Pas le même compte en banque qu'Alex Spoelstra. Voilà, ça c'est une belle histoire d'ailleurs. Max, là, juste après avoir finalisé son divorce, d'ailleurs, il faut le souligner. Bravo à lui, il fait les choses dans leur... Donc pour en revenir aux Celtics, non, très très fort, et j'ai bien peur malheureusement qu'ils aillent au bout cette saison. Alors, il faut qu'on me souffle des choses dans l'oreillette. Je ne peux pas vous le dire. Non. Allons en profondeur quand même. Les Celtics, il y a un 5 de départ qui est quand même très très costaud. On a parlé de Porzingis et de Jrue Holiday, donc les grosses recrues. Est-ce que quand il va falloir aller en play-off défier les Bucks, défier les Philadelphie 76ers, voire même les Pacers, est-ce que ça peut suffire de sortir du banc un Luke Cornett, un Peyton Pritchard? Les Pacers, oui, sûrement. Les deux autres, je suis pas sûr. Alors Ford, qui reste encore un joueur très honnête de NBA. Est-ce que c'est pas ça, en gros, ma question, qui va peut-être un peu les ralentir dans leur quête de titre? Gros 5 de départ, un banc léger. Ils veulent peut-être prendre Olynyk, d'ailleurs, pour renforcer leur banc. Un retour aux sources, mais bon, ça va coûter cher, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que la faiblesse est là, quoi. Les Celtics ont un petit trade peut-être à faire, justement, pour leur permettre d'aller vraiment au bout, de devenir vraiment les vrais favoris au titre. Ouais. Mais voilà, on sait qu'en play-off aussi, les effectifs se réduisent. En tout cas, il y a beaucoup moins de rotation. On joue plus sur des 8-9 joueurs. Donc quand on sait que les 8-9, enfin les 6-7-8, c'est Horford, Pritchard, on peut penser quand même ils ont un effectif assez correct. Si derrière ils font un petit trade justement d'ici mi-février et qu'ils rajoutent justement une petite pièce maîtresse à ça, un bon joueur aux ailes, je pense que oui. Ça peut le faire. Oui, là ils deviennent vraiment favoris. Mais blessure, toujours pareil. Ouais. Après je reste malgré tout toujours, moi je suis un fervent quand même. Je trouve que toujours que l'Ouest est quand même plus fort malgré tout. Alors restons à l'Est. Ouais. Philadelphie, les Bucks, Pacers. Parmi ces trois, quelle équipe peut chatouiller un peu l'hégémonie des Celtics? Avec Giannis, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu trop quand même. Ouais. Le gars est presque allé prendre un titre tout seul, quoi. Donc, c'est pour ça, là, forcément, je pense que ça lui va très bien, là, qu'on les oublie, les Bucks, un peu en ce moment. Ouais, qu'ils soient outsiders comme ça. Embiid, pareil, tranquille, ils vont arriver, les gars, je pense, contre Boston. Par contre, là, si limite ils sont outsiders contre Boston en play-off, ça va swinger, je pense. Hein. Défensivement, c'est quand même léger maintenant. Je trouve les Bucks, depuis le départ d'Holiday, ils ont vraiment beaucoup perdu. Et les Celtics sont deux des meilleurs défenseurs de la Ligue, hein, entre Holiday et Derrick White, qui est exceptionnel. Ils sont archi complets, quoi. Ouais. Complets, structurés, c'est vrai qu'on disait par rapport à OKC. Eux, ils sont 2 ou 3 ans en avance, quoi. Eux, ils sont... 3 finales de conf sur les 4 dernières saisons, dont une finale NBA, quand même. Il va falloir gagner, quand même. Il va quand même falloir gagner. OKC, Boston, une finale crédible ou pas? On finit par ça. OKC en play-off, Rudy, ou pas? Mais non, pas crédible. Justement, j'ai démontré le contraire très tout bien, à l'heure. Très bien. Crédible ou pas? OKC, Boston en finale. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Oui, crédible. Oui, crédible. Crédible, oui. Après, je comprends ce que dit Rudy, par contre, mais crédible, quand même. Bon, le chemin est encore long, hein, quand même, pour OKC, un peu moins pour Boston, on a l'impression. Méfions-nous des conclusions de janvier, hein, comme on le dit souvent. Tout à fait, conclusion hâtive, n'est-ce pas? Refaisons un bilan après le All-Star. On va faire un bilan. On va faire un bilan. On va faire un bilan, le WEM bilan de Wemby, justement, à mi-saison de NBA dans le focus de la semaine. Alors on se pose la question de savoir si le bandeau il y a écrit WEM bilan ou pas. On regarde. Attention. Non, l'heure du bilan de Victor Wembanyama. Plein de choses à se dire sur Victor, on en a déjà parlé, on va continuer à en parler parce qu'il nous intéresse. Bilan à mi-saison, individuel et collectif. S'il vous plaît, il faut qu'on regarde un petit peu les deux angles. La progression de Wemby également m'intéresse. Le duo Popovic-Wemby m'intéresse également. Est-ce que Popovic arrive enfin à lui trouver une position sur le terrain, à le gérer, à lui parler et à optimiser ses performances? On sait que Wemby aussi est un peu limité au niveau
Bah oui. Au niveau de ses minutes sur le terrain, on sent qu'il peut pas non plus jouer ce qu'il a envie. Depuis qu'il a été touché à la cheville. Exactement. 25, Poste 5 ou pas, Wemby également. En tout cas, parce que je vois, pour rebondir sur ce que tu dis sur Popovic, je trouve ça commence à être un poil chaud. Je pense que c'est encore affectif entre les deux, mais. Alors on commence par Popovic, allez, allons-y. Ouais, pardon. Du coup. Non, vas-y. Parce que ça m'a quand même marqué, quoi. Je vois que même lui, là, j'ai vu une conf assez récente, je crois, de Popovic, où il disait Victor, il ira toucher la lune quand j'arrêterai de le brider. Déjà, et lui, il n'arrête pas de parler de ça. Et c'est quand même, putain, mais lâche-le, quoi. Vas-y, tu vois ce qu'il fait en 25 minutes de moyenne, c'est hallucinant. Triple-double, hein, dernière sortie là, contre marrant, Détroit, 21 minutes de temps de jeu, triple-double. Premier de son histoire. Popovic, la gestion, la relation, le duo entre les deux, bridé, pas bridé. C'est vrai que les déclats de Popovic, il faut savoir les lire aussi, on a l'impression qu'il est souvent au second degré. Rudy, dis-moi, est-ce que tu penses que le couple arrive à s'appréhender et que Popovic arrive un peu à développer les qualités de Wemby? En fait, nous on voit que la, voilà, on voit la partie immergée de l'iceberg. Voilà, ce qu'ils veulent bien nous montrer, ce qu'ils veulent bien nous dire. Mais je pense qu'il le couvre bien, il le protège bien. Justement, quand on voit qu'en 21 minutes, il nous fait un triple-double, 16, 12, 10. C'est ça. C'est ça, je crois. Voilà, t'as envie de dire s'il joue 32 minutes, à combien il va aller, les journalistes et tout le monde derrière lui. J'ai envie de dire, je pense que il le protège un peu parce qu'il est dans une équipe aussi qui tangue beaucoup. Donc voilà, il lui. Qui tangue ou qui tanque? Non, mais c'est un peu les deux. Ils tankent pas, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, franchement. Des fois c'est une purge de regarder les Spurs se jouer. Ça fait mal à dire, mais c'est pas loin d'être vrai. Voilà, on regarde les Spurs pour voir Victor. Et des fois, même Victor, il nous fait un peu mal dans ses choix. Mais je trouve que sur son mois de décembre, il y a une grosse progression qui s'est quand même observée. Moins de pertes de balles, il est un peu mieux à la passe, mieux au pourcentage. Même si à 3 points, ça reste toujours très faible. Il est mieux aussi au lancer franc. Enfin, en globalité, tu sens qu'il trouve sa place. Peut-être que le fait de l'avoir replacé en tant que justement, pivot, ça lui fait du bien. Donc c'est pour ça que je dis que Popovic, on a l'impression mais je pense qu'il le drive bien. On parle un peu basket, la relation 1-5 marche souvent très bien dans le basket moderne. Donc le meneur qui passe à son intérieur sur du pick and roll ou sur des balles lobées. Est-ce que c'est ça aussi qui favorise un peu les statistiques positives de Wemby? Est-ce que c'est ça qui nous permet de penser qu'il est en progression? Il a un rôle et finalement on le sert dans son rôle de manière récurrente. Franchement, moi je trouve pas. Alors, pour moi, aux Spurs, il n'y a pas de meneur. Les gars, ils savent pas faire de passe. D'accord. Comme ça, c'est dit. Il va tous chercher tout ça. Jérémy Sohan, pour moi, c'est qu'il ne sait pas faire une passe. Il le dit lui-même. Hein. Il jouait poste 4 il y a quelques mois et on lui demande de mener le jeu. Il y a quand même des passes qui arrivent à passer au-dessus de Wemby. Alors qu'il fait 2m25 de base et quand il lève les bras, il fait 3,30. Donc c'est quand même pour montrer à quel point les gars, ils ont pas le compas dans l'œil. Mais non, moi je pense que c'est Wemby surtout qui fait comprendre aussi à ses camarades que c'est lui qui est le maître du jeu. C'est lui qui a les clés de cette équipe. Il veut le faire comprendre ou il arrive à le faire? Il le fait de plus en plus. Petit à petit, il le fait de plus en plus et tout le monde se plie. Petit à petit, ils commencent à comprendre qu'il vaut mieux lui laisser le d'autre. Donc ils sont moins foufous, on voit qu'ils sont moins foufous dans leur basket quand même ces derniers matchs. Ils sont moins foufous. Wemby arrive à organiser le jeu. Il fait 10 passes, son record. Alors d'habitude, il est à 3, 4 passes, 5 passes. Ça vacille beaucoup. Non, franchement, je pense que Popovic, on peut lui faire confiance là-dessus. Paul, le duo. Alors justement, sur Popovic, il a défié l'autorité de Popovic. Comme il est rentré dans un match sans l'accord de son coach. Enfin, je dirais, n'importe quel autre joueur aurait pu... Il s'est levé, il est rentré sur le terrain. Voilà, enfin, il est allé se mettre... Il a juste sur le côté alors peut-être que Popovic l'a pas vu, mais c'est assez incroyable. Il y a 20 ans, tu faisais ça à Popovic, je pense que tu ne rejouais pas avant quelques matchs. T'étais mort. Donc il y a ça, comme le disait Rudy, il prend vraiment de plus en plus de poids dans cette équipe. On voit qu'il n'hésite pas maintenant à rabrouer ses coéquipiers, qui le méritent souvent, et à montrer même son agacement. On l'a vu lâcher des F-bombes, ce qui n'était pas son genre. Pourtant, lui qui est très polissé comme garçon. Donc, un peu comme toi d'ailleurs. Un peu, c'est vrai. On me souffle à l'oreillette qui s'est excusé auprès de son coach quand il a rentré sur le... Pas comme Paul, par contre. Non. Mais toujours est-il que je trouve qu'il y a vraiment eu... Pour moi, c'est un match charnière, c'est contre les Bucks.
Là, son duel, c'est un duel de titans contre Yanis, il le contre. Et puis on voit les commentaires de ses adversaires après chaque match, que ce soit les Bucks, Cleveland et tout. Enfin, ils sont ébahis de voir ça, quoi. Même Brook Lopez qui se fait dunker dessus. C'est même un peu frustrant de les voir jouer comme ça contre les Bucks, télé nationale, etc. Et puis de les voir derrière sur des matchs un peu moins prestigieux, ne pas être toujours très impliqué, on va dire. Oui, et puis c'est comme on disait aussi, c'est ses coéquipiers qui font que. Alors là, si on le voit au All-Star Game, là, ça va être un feu d'artifice. Ouais. Et je pense que rien que pour ça, on ne peut pas se priver de sa présence. Une question sur le projet, on parlait du projet de Boston, le projet des Spurs. Ouais. Moi, je disais ici et là qu'on devrait peut-être dès maintenant entourer Wemby pour lui faire perdre le moins de temps possible, quitte à avoir des joueurs plus expérimentés qui vont l'aider sur le terrain en lui parlant, en lui montrant un petit peu la voie, plutôt que de le mettre peut-être en leader d'un projet qui se construit peut-être un peu difficilement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Nous, on peut que souhaiter ça. Forcément, nous, on veut voir Wemby. Finalement, on préfère voir Wemby que les Spurs. Les Spurs, ils réfléchissent en termes de franchise. Ok, c'est leur truc. Est-ce que c'est bon ou pas ? Je sais pas. Mais au moins, c'est sûr que si tu donnes tout de suite des bonnes armes à Wemby, ce sera plus sympa. On a envie de voir ça parce que tu sais jamais ce qui ce qui va se passer. Ça va servir à la franchise aussi. Hein. Ouais. A priori, ouais. Alors après, ils font leur choix. Est-ce qu'on tank encore ? Est-ce que bon. Puis c'est pas une draft exceptionnelle comme on le dit souvent, donc il y a pas celle qui arrive là. Celle qui arrive, elle n'est pas annoncée en tout cas comme exceptionnelle. Il y a bien pas parce vraiment. qu'on a dit qu'il y avait 3 Français quand même qui étaient dans le top 6. Voilà, mais justement nous ne sommes pas chauvins comme on le disait tout à l'heure. Et donc on parle des Spurs. Les Spurs, ce qu'ils ont besoin, c'est un meneur. Aujourd'hui, la relation 1-5 justement, c'est là. Et je pense que on voit sur le match d'hier, sur les 5, c'est que des draftés. 2023 avec Wemby, après 2022, 2021, je crois, et 2019, le dernier avec Vassell, je crois. Sinon, c'est que des draftés. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, comme dit Thomas, il faut apporter un peu d'expérience, un meneur d'expérience qui puisse justement un peu réguler ce jeu-là, avoir une bonne vision du jeu, un peu entourer ses jeunes, accompagner Wemby dans sa progression. Je peux te donner un nom ? Chris Paul. Pour l'instant, il faut qu'il se remette. Dejounte Murray, les rumeurs l'annoncent de retour. Est-ce que ce n'est pas un bon profil ? Un joueur presque vétéran. De toute façon, ils peuvent cracher sur personne, je crois. Hein. Voilà, moi je pense que ça sera toujours mieux de ce qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont rendre les tours de draft à Atlanta ? Parce que c'est un peu n'importe quoi. C'est super aussi, ça. Bon, le projet des Spurs, qui tâtonne un petit peu. C'est vrai que tu parlais de draft et les joueurs n'ont pas forcément explosé, les tours de draft donnés, etc. Pour l'instant, ça ne paye pas trop. Wemby est là, donc ça peut effectivement lancer une nouvelle... contreur, on ne le dit pas assez souvent. 3,2, même s'il n'en a fait aucun hier soir. C'est quand même le meilleur contreur de la NBA à tout juste 20 ans. Et 19 et 10 en NBA quand même. C'est un monstre. Il tourne à 19 et 10, 19 points, 10 rebonds. En 25 minutes. Non, 28 parce que là c'est sur toute la saison. Sur le mois de décembre, sur les 10 derniers matchs. 28,9 sur la saison. 4, 25. Alors qu'on le trouve mieux sur le mois de décembre. Et il est mieux sur le mois de décembre. Et le mois de janvier, n'en parlons pas. Tu le sens, même sur ça. Tu le sens non mais même quand tu le vois, je sais pas, on sent qu'il se lâche alors par rapport au premier mois. Moi je trouve vraiment en tout cas que il se lâche, même ses moves là, on parlait en début d'émission quand il de la passe sur la planche qu'il récupère, enfin comme si ça il dit bon de toute façon vu prends conscience effectivement de ses qualités. Où je suis de toute façon autant que je me lâche et puis ça passe. Mais contrairement au début de saison où on le voyait pour conclure, on dit. Contrairement au début de saison, on le voyait faire beaucoup de skills, beaucoup de shoots un peu bizarres. Là, on sent qu'il dans une académie un peu il choisit quand même un peu mieux ses shoots, donc son pourcentage augmente. Et voilà, sa qualité aussi, ses stats, tout s'en ressent. Wemby qu'on va suivre toute cette saison, qu'on suivra sûrement pour les Jeux de Paris. Ouais, alors ça, par contre, qu'il nous fasse pas le coup. Hein. Bah, on va suivre, il fera ce qu'il veut, malheureusement. Alors, bon, ce qu'il veut, on sait ce qu'il veut, mais justement, qu'on ne l'empêche pas de faire ce qu'il veut. On le verra peut-être l'an prochain. Il y a des rumeurs qui annoncent le retour de la NBA, c'est pas encore signé. Peut-être à Paris avec Wemby. Donc si ça se fait, il va falloir sauter sur les places qui vont être assez élevées. On verra tout ça. On va se remercier, on va remercier le plateau, Rudy, Paul et Thomas. Merci. Ça a été ? Bravo. C'était super. Nickel. On arrête déjà ? Écoute, 52 minutes. On a fait un peu plus. Dans l'oreillette, là, Lucien, il n'en pouvait plus. Donc on va le laisser, Lucien. On va le remercier surtout pour avoir préparé cette émission. Et la régie également, Sport en France, la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao.